l'histoire que nous allons vous raconter met en scène un moment qui a tout changé. Un jeune leader révolutionnaire africain fut invité à l'émission télévisée la plus prestigieuse de France. Ce qui semblait être un échange culturel s'est transformé en un événement extraordinaire. Lorsque l'animateur arrogant a franchi une ligne qui a laissé les spectateurs sans voix, la réponse du capitaine Ibrahim Traoré fut si puissante, si inattendue, qu'elle est devenue un moment décisif, non seulement pour le Burkina Faso, mais pour toute une génération d'Africains à travers le monde. Voici l'histoire de la manière dont la dignité tranquille d'un homme a transformé une moquerie en un mouvement qui résonne encore aujourd'hui, et comment un soldat de 35 ans est devenu la voix de l'éveil d'un continent. L'invitation est arrivée un jeudi matin humide à Ouagadougou. Le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, l'a reçu par voie diplomatique, une invitation à participer à Le Grand Débat, l'émission politique la plus regardée de France, diffusée en direct depuis Paris à plus de 80 millions de téléspectateurs en Europe, en Afrique et dans le monde francophone. La productrice exécutive, Claire Rousseau, avait présenté l'événement comme un dialogue historique entre la France et ses anciennes colonies. Le timing était provocateur, presque délibérément. Le Burkina Faso venait d'expulser les troupes françaises de son territoire, de fermer les bases militaires françaises et d'annoncer son retrait du système du franc CFA. Sous la direction de Traoré, le pays empruntait une voie d'indépendance radicale qui déstabilisait les structures de pouvoir traditionnelles. À seulement 35 ans, Ibrahim Traoré était le type de leader qui rendait les établissements de l'ère coloniale nerveux. Ancien officier militaire, il s'était hissé dans les rangs non pas par des connexions politiques, mais par une compétence remarquable et des principes inébranlables. Il avait dirigé 2 coups d'État réussis, non pour son gain personnel, mais pour destituer des dirigeants qui avaient trahi leur peuple. Ses discours sur la dignité africaine et l'autodétermination résonnaient bien au-delà des frontières du Burkina Faso. Contrairement à de nombreux leaders africains qui s'exprimaient en langage diplomatique prudent, Traoré était d'une franchise désarmante. Il portait des vêtements traditionnels faso d'Anfani lors des fonctions officielles, parlait en mouré et en dioula aussi souvent qu'en français, et avait l'habitude déconcertante de dire des vérités inconfortables avec un sourire calme. Ces politiques commençaient à porter leurs fruits, les poursuites pour corruption avaient augmenté de 400%, les contrats miniers étrangers étaient renégociés en faveur du Burkina Faso, et le chômage des jeunes diminuait grâce à de nouveaux projets d'infrastructures. Mais Claire Rousseau et l'animateur de l'émission, Arnaud Bellamy, avaient d'autres plans pour cette interview. Bellamy était une institution dans les médias français, un intellectuel aux cheveux argentés qui animait le grand débat depuis plus de 2 décennies. Ses interviews avec des leaders mondiaux devenaient souvent des moments déterminants de leur carrière, généralement parce qu'il avait un talent exceptionnel pour exposer ce qu'il considérait comme les contradictions et hypocrisies de ses invités. Il était particulièrement efficace avec les leaders des anciennes colonies françaises, qu'il abordait avec une condescendance paternaliste que son public français trouvait à la fois divertissante et rassurante. Ce jeune capitaine pense qu'il peut surpasser des siècles d'expérience française, avait-il déclaré à son équipe de production lors de leur réunion stratégique. Nous verrons comment sa rhétorique révolutionnaire tient sous une vraie pression intellectuelle. Ces leaders militaires sont toujours si sérieux, si pleins d'eux-mêmes. Un peu de pression intellectuelle révélera ce qu'il est vraiment. L'émission était filmée dans un studio magnifique au cœur de Paris, conçu pour projeter la sophistication culturelle française. Des bibliothèques ornées tapissaient les murs, une musique classique jouait doucement en fond, et l'éclairage était soigneusement calibré pour faire paraître l'animateur sage et autoritaire, tandis que les invités pouvaient sembler durs ou peu sophistiqués sous les lumières vives. Le public d'environ 300 personnes était soigneusement sélectionné, intellectuels français, diplomates, journalistes et universitaires qui comprenaient leur rôle dans le théâtre de la puissance douce française. Ils étaient là non seulement pour regarder, mais pour participer à la subtile consolidation de la supériorité culturelle française, thème sous-jacent de l'émission depuis des décennies. Le capitaine Traoré arriva au studio 4 heures avant la diffusion en direct. Il portait une robe fluide faso d'Anfani Bordeaux, marquant immédiatement sa différence par rapport aux costumes européens qui dominaient les cercles politiques parisiens. Sa présence était calme mais imposante, non pas l'énergie nerveuse de quelqu'un cherchant l'approbation, mais la confiance sereine de quelqu'un qui savait exactement qui il était et ce qu'il représentait. « Êtes-vous prêt pour cela ?» demanda son conseiller en communication, Fatimata, alors qu'ils attendaient dans le salon vert, décoré d'art colonial français que ni l'un ni l'autre ne commenta, mais que tous deux remarquèrent certainement. « Ma sœur » répondit Traoré de son ton doux caractéristique, ajustant la coiffe traditionnelle qui complétait sa tenue, « quand tu sais qui tu es, se préparer, c'est juste se souvenir de ne pas oublier. » Alors que le studio se remplissait de spectateurs, l'atmosphère était électrique,
mêlé d'anticipation et de condescendance à peine voilée. Beaucoup étaient venus s'attendant à assister au démantèlement intellectuel d'un autre leader africain audacieux. Les conversations dans le hall révélaient les suppositions sous-jacentes, voyons si ce soldat peut répondre à de vraies questions. Bellamy exposera son manque de sophistication. Ces leaders de coups militaires sont toujours pareils, tout dans la rhétorique et rien dans le fond. Les réseaux sociaux français bourdonnaient déjà de clips de prévisualisation et de commentaires. Le grand débat était en tendance, avec de nombreux utilisateurs exprimant une curiosité teintée de scepticisme envers ce jeune leader africain qui osait défier l'influence française. Lorsque les caméras commencèrent à tourner et que la musique emblématique de l'émission remplit le studio, Bellamy ouvrit avec sa gravita habituelle « Bonsoir et bienvenue à une édition très spéciale du Grand Débat. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir le capitaine Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, un homme qui croit que l'Afrique est prête à rejeter des siècles de partenariat avec la France. Capitaine Traoré, bienvenue à Paris. » Le capitaine sourit chaleureusement, les mains posées calmement sur ses genoux. « Merci, Monsieur Bellamy. C'est en effet un honneur d'être ici, dans cette belle ville qui a été construite en partie grâce à la richesse de mes ancêtres. » La réponse était si factuelle, si dénuée d'hostilité, qu'il fallut un moment pour que ses implications soient comprises. Quelques spectateurs remuèrent, mal à l'aise. Le sourire de Bellamy se crispa presque imperceptiblement, mais il poursuivit avec son introduction préparée. Les 30 premières minutes se déroulèrent comme une danse prudente de diplomatie et d'escrime intellectuelle. Bellamy posa des questions sur la décision du Burkina Faso d'expulser les troupes françaises, les défis économiques de l'indépendance et la vision du capitaine pour l'avenir de l'Afrique. Traoré répondit avec une combinaison de précision statistique et de profondeur philosophique qui sembla surprendre certains spectateurs. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait expulsé l'armée française, il répondit « Monsieur Bellamy, si votre voisin insistait pour garder des gardes armés chez vous pour vous protéger, combien de temps l'accepteriez-vous ? Nous sommes reconnaissants pour la relation historique avec la France, mais la gratitude ne doit pas être confondue avec une dépendance permanente. » Lorsqu'on l'interrogea sur la viabilité économique sans le soutien français, il cita calmement des chiffres. « Notre production d'or a augmenté de 32% depuis que nous avons renégocié les contrats miniers en faveur des travailleurs burkinabés. Nos exportations de coton ont trouvé de nouveaux marchés en Asie et dans d'autres pays africains. L'indépendance n'est pas l'isolement. C'est la liberté de choisir nos partenaires sur la base d'un respect mutuel plutôt que d'une obligation historique. » Ces réponses étaient articulées, bien raisonnées et délivrées avec une confiance tranquille qui commençait à faire hocher la tête à certains spectateurs. Mais Bellamy s'impatientait. Ces questions ne créaient pas le piège intellectuel qu'il avait espéré. Le capitaine ne trébuchait pas, ne se mettait pas sur la défensive, ne fournissait pas le type de matériel qui ferait une télévision conforme aux attentes de son public. Bellamy décida de changer de tactique. Si les arguments intellectuels ne fonctionnaient pas, il était peut-être temps d'essayer une approche plus personnelle. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, adoptant la posture de quelqu'un sur le point de faire une observation qui irait droit au cœur. « Capitaine Traoré, » dit-il avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux, « j'espère que vous ne le prendrez pas mal. Mais je dois vous poser la question. Quand vous parlez de représenter l'Afrique sur la scène mondiale, ne pensez-vous pas que, comment dire, votre manière particulière de vous exprimer pourrait être un obstacle pour être pris au sérieux par la communauté internationale ? » La question flottait dans l'air comme une lame prête à s'abattre. Le public du studio se tut complètement, certains semblant choqués par la franchise de la remarque, d'autres se penchant en avant, pleins d'anticipation. La conseillère en communication de Traoré, observant depuis les coulisses, sentit son pouce accélérer, mais l'expression du capitaine Ibrahim Traoré resta impassible. Il ne semblait ni blessé, ni en colère, ni surpris. Au contraire, il inclina légèrement la tête, comme s'il était sincèrement curieux de la question. « Ma manière particulière de m'exprimer » demanda-t-il doucement, sa voix empreinte d'une curiosité authentique plutôt que de défensive. « Eh bien, oui, » poursuivit Bellamy, encouragé par ce qu'il interpréta comme de la confusion. « Votre accent, la façon dont vous prononcez certains mots français, votre approche, disons, non conventionnelle du langage diplomatique. Ne craignez-vous pas que cela rende difficile pour les leaders internationaux sérieux de vous considérer comme un égal ? » Quelques rires nerveux parcoururent l'audience, de ces rires qui comblent un silence gênant, quand on ne sait pas si ce qu'on observe est acceptable ou choquant. Les caméras capturèrent chaque réaction, chaque expression subtile d'inconfort ou d'amusement, chaque instant de cette confrontation qui se déroulait. Le capitaine Traoré resta silencieux pendant ce qui sembla une éternité,
mais qui dura en réalité environ 15 secondes. Puis, lentement, un sourire se dessina sur son visage. Pas un sourire calculé de politicien, mais quelque chose de plus profond, plus authentique, teinté de ce qui ressemblait à de la compassion. « Monsieur Bellamy, commença-t-il, sa voix encore plus douce qu'auparavant, puis-je vous dire ce que vous entendez lorsque je parle ?» L'animateur hocha la tête, commençant peut-être à sentir qu'il avait mal calculé son coup, mais incapable de faire machine arrière. « Quand je parle français avec ce que vous appelez mon accent, poursuivit Traoré, regardant directement la caméra, vous entendez le son de la résistance. Vous entendez la voix d'un peuple à qui l'on a dit que ses langues étaient primitives, que ses cultures étaient arriérées, que ses façons de penser étaient inférieures. Et pourtant, me voici, parlant la langue que vous nous avez imposée, mais portant en elle le rythme des berceuses de ma mère, la cadence des prières de mon père, la mélodie des histoires de ma grand-mère. » Le studio était devenu totalement silencieux. Même l'opérateur de caméra semblait avoir cessé de bouger. Vous entendez une prononciation incorrecte et vous présumez de l'infériorité. Mais moi, j'entends la belle fusion des mondes, l'harmonie qui naît lorsque la sagesse africaine danse avec le vocabulaire européen. Cet accent n'est pas un défaut à corriger. C'est un témoignage de notre capacité à faire nôtre n'importe quelle langue sans perdre notre âme dans le processus. Bellamy ouvrit la bouche pour répondre, mais Traoré leva doucement la main, non pas de manière agressive, mais avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait pas fini de parler. « Mais permettez-moi de vous poser une question, monsieur Bellamy. Vous parlez une langue parfaitement, et vous êtes fier de sa justesse. Moi, je parle 4 langues couramment, le mouré, le dioula, le français et l'anglais, et je comprends 3 autres. Je peux m'adresser à mon peuple dans ses propres langues, négocier avec des leaders arabes dans la leur, et parler aux diplomates européens dans la leur. Entre nous deux, qui est réellement limité par le langage ? » La question résonna dans le studio comme un défi inattendu. Quelques spectateurs commencèrent à applaudir, lentement d'abord, puis avec une conviction croissante. Le visage de Bellamy passa de la confiance à la confusion, puis à une gêne presque palpable. Mais le capitaine Traoré n'avait pas terminé. Il se tourna directement vers la caméra, son expression sérieuse mais non colérique, passionnée mais non enflammée. « À tous les jeunes Africains qui regardent ce soir, dit-il, sa voix porteuse d'une conviction profonde, je veux que vous compreniez quelque chose qu'il m'a fallu des années à apprendre. Ils essaieront de vous faire honte de votre voix. Ils suggéreront que parler comme eux est la seule manière d'être respecté, que singer leur manière est le seul chemin vers le succès, que renoncer à votre identité culturelle est le prix d'entrée dans leur monde. » Il marqua une pause, laissant ces mots s'installer. « Mais un respect qui exige de vous diminuer n'est pas du respect. C'est de la soumission déguisée en sourire. Votre accent, c'est votre ascendance qui parle à travers vous. Votre façon différente de prononcer les mots, c'est votre héritage qui refuse d'être effacé. Votre français imparfait est en réalité une fusion parfaite, le son de la survie, de l'adaptation et de la force. » Les applaudissements gagnaient en intensité, se propageant dans le public comme un feu de forêt. Même certains intellectuels français applaudissaient, emportés par la puissance de ce qu'ils voyaient. Ils ont qualifié nos langues de dialectes pour les rendre moins importantes que les langues européennes. Ils ont qualifié notre musique de primitive jusqu'à ce qu'ils empruntent nos rythmes pour leur divertissement. Ils ont qualifié nos philosophies de folklore jusqu'à ce qu'ils aient besoin de notre sagesse pour résoudre les problèmes créés par leur système. Ne les laissez pas qualifier votre voix d'incorrecte lorsqu'elle porte la vérité qu'ils craignent d'entendre. Le capitaine Traoré fit alors quelque chose d'inattendu. Il se leva de son siège, non pas avec agressivité, mais avec la dignité de quelqu'un qui avait encore à dire et qui avait besoin de toute sa présence pour le faire. « Monsieur Bellamy, vous m'avez demandé si je craignais de ne pas être pris au sérieux par les leaders internationaux. Permettez-moi de vous dire qui me prend au sérieux. Le président de la Chine me prend au sérieux, suffisamment pour proposer des partenariats équitables pour nos 2 pays. Les dirigeants de la Russie me prennent au sérieux, suffisamment pour fournir un soutien militaire sans exiger de bases permanentes sur notre sol. Les présidents du Mali, du Niger et de la Guinée me prennent au sérieux, suffisamment pour coordonner nos efforts afin d'éliminer la présence militaire étrangère de nos territoires. » Il fit un geste doux en direction de Bellamy, son ton restant calme et respectueux, même si ses mots étaient incisifs. « Les seules personnes qui semblent avoir du mal à me prendre au sérieux sont celles qui croient encore que le respect ne va que dans un sens, de l'Afrique vers l'Europe, des anciennes colonies vers les anciens colonisateurs, des civilisés vers les arriérés. Mais cette ère touche à sa fin, monsieur Bellamy. Pas avec de la colère, pas avec de la haine,
mais avec la confiance tranquille d'un peuple qui a retrouvé son identité. Le public applaudissait désormais ouvertement, certains se levant, l'énergie dans la salle complètement transformée. Bellamy regardait autour de lui, désemparé, réalisant que son émission avait été métamorphosée, qu'il avait perdu le contrôle du récit qu'il avait tenté de créer. Mais le capitaine Traoré n'avait pas fini. Il se rassit, sa posture détendue, son expression retrouvant ce sourire caractéristique et doux. « Vous savez ce que je trouve le plus intéressant dans cette conversation, dit-il, s'adressant directement à Bellamy. Vous m'avez invité ici en pensant exposer mes limites. Au lieu de cela, vous m'avez donné une plateforme pour dire des vérités qui devaient être entendues par des millions de personnes. Vous pensiez créer du divertissement à mes dépens. Au lieu de cela, vous m'avez aidé à transmettre un message de dignité et de respect de soi qui inspirera les jeunes Africains pour des générations. » Il se pencha légèrement en avant, sa voix tombant dans ce ton doux qui, paradoxalement, captivait plus que des cris. « Alors merci, monsieur Bellamy. Merci de m'avoir rappelé pourquoi cette conversation était nécessaire. Merci d'avoir démontré, peut-être sans le vouloir, exactement le type d'attitude qui rend l'indépendance africaine non seulement désirable, mais essentielle. Et merci d'avoir montré à vos spectateurs la différence entre confiance et arrogance, entre force et intimidation, entre questionner et se moquer. » La caméra captura le visage de Bellamy alors que le poids de ce qui venait de se passer s'abattait sur lui. Il avait été surpassé, déjoué et dépassé en dignité par un homme qu'il avait tenté d'humilier. Et tout cela s'était déroulé avec une telle grâce, une telle puissance maîtrisée, que même son embarras semblait secondaire face à la leçon profonde qui venait d'être livrée au monde. « Je vous dois des excuses, balbutia Bellamy, sa célèbre assurance complètement brisée. Cette question était inappropriée, irrespectueuse et, franchement, ignorante. Pas besoin d'excuses, répondit Traoré avec une chaleur sincère. Vous m'avez donné exactement ce dont j'avais besoin, une occasion d'aborder des malentendus qui persistent depuis trop longtemps. Parfois, les conversations les plus importantes commencent par les mauvaises questions. L'interview se poursuivit pendant encore 20 minutes, mais tout le monde savait que la véritable conversation était terminée. Les questions suivantes de Bellamy furent respectueuses, presque révérencieuses. Il interrogea sur les plans de développement du Burkina Faso, sur la coopération régionale, sur la vision du capitaine pour l'avenir de l'Afrique. Et le capitaine Traoré répondit avec la même précision réfléchie qu'il avait montrée tout au long, comme si la confrontation précédente n'avait été qu'un moment dans un dialogue plus large et plus important. Mais à travers le monde, les gens partageaient déjà des extraits de ce qu'ils venaient de voir. Quelques minutes après la fin de l'émission, les réseaux sociaux explosèrent d'une manière que personne n'avait anticipée. Traoré parle devint une tendance mondiale en moins d'une heure. Des étudiants africains dans les universités européennes et américaines partagèrent leurs propres histoires de stigmatisation à cause de leurs accents, de leurs noms, de leur façon de parler. Les immigrés de deuxième génération évoquèrent la honte qu'ils avaient ressentie face au français ou à l'anglais approximatif de leurs parents. Les enfants des communautés de la diaspora réfléchirent à la pression qu'ils avaient subie pour paraître plus français, plus américains ou plus britanniques. Mais autre chose se produisait aussi. Des personnes qui n'avaient jamais réfléchi à la politique du langage et de l'accent commencèrent à questionner leurs propres préjugés. Des citoyens français qui avaient inconsciemment jugé les leaders africains comme peu sophistiqués durent affronter leurs propres biais. Des Européens qui n'avaient jamais considéré l'impact psychologique du colonialisme linguistique entamèrent des conversations inconfortables sur leurs préjugés. La vidéo devint l'un des clips politiques les plus visionnés de l'histoire de l'Internet francophone. Mais son impact alla bien au-delà des vues et des partages. Au Burkina Faso, les taux d'approbation du capitaine Traoré, déjà élevés, grimpèrent à un niveau inédit de 94%. Plus important encore, les candidatures aux universités burkinabais de la part de la diaspora augmentèrent de 500% dans les mois qui suivirent. Les jeunes burkinabés qui envisageaient d'émigrer commencèrent à voir leur patrie d'un nouvel œil. L'économie continuait de croître, mais quelque chose d'autre grandissait à ses côtés, un sentiment de dignité collective, longtemps endormi. La réponse fit des vagues à travers l'Afrique. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo prononça un discours à l'Union africaine, commençant délibérément en lingala pendant les 10 premières minutes avant de passer au français, expliquant que la diplomatie ne devrait jamais exiger l'amnésie culturelle. Le président Nana Akufo-Addo du Ghana porta un tissu cante complet lors de sa prochaine réunion avec des leaders européens, déclarant que la dignité africaine n'est pas un costume, mais un droit de naissance. Au Mali et au Niger, où un sentiment anti-français grandissait, la réponse de Traoré devint un cri de ralliement.
Les jeunes organisèrent des manifestations de fierté de l'accent, parlant publiquement dans leur langue locale mélangée au français, célébrant la fusion linguistique que Traoré avait si éloquemment défendue. La réponse ne fut pas universellement positive, bien sûr. Certains commentateurs français accusèrent le capitaine Traoré d'être clivant et inutilement provocateur. D'autres suggérèrent que sa réponse était un théâtre politique calculé pour attiser le sentiment anti-français. Certains affirmèrent qu'il avait surréagi à ce qu'ils qualifiaient de questions légitimes sur l'efficacité de la communication. Mais même ces critiques durent reconnaître qu'il avait géré la situation avec une intelligence et une grâce remarquables. Plus important encore, le débat avait changé. Ce qui avait commencé comme une critique de Traoré s'était transformé en une discussion plus large sur les préjugés linguistiques, le respect culturel et les impacts persistants du colonialisme. Arnaud Bellamy lui-même devint une figure controversée. Certains spectateurs réclamèrent son licenciement, le qualifiant de représentant du pire du paternalisme et de l'arrogance culturelle française. Des manifestations furent organisées devant la chaîne de télévision. Des pétitions en ligne demandant son départ recueillirent des centaines de milliers de signatures. Mais Bellamy, à son crédit, sembla sincèrement affecté par ce qui s'était passé. Lors d'une émission de suivi remarquable 3 semaines plus tard, il ouvrit son programme par des excuses prolongées et une réflexion. Il y a 3 semaines, j'ai posé une question que je pensais être sur l'efficacité de la communication. Je réalise maintenant que je perpétuais une forme d'impérialisme linguistique que je n'avais jamais envisagée. Le capitaine Traoré m'a appris quelque chose cette nuit-là sur la dignité, l'identité et les dynamiques de pouvoir inhérentes à chaque conversation entre anciens colonisateurs et anciennes colonies. Je pensais être intellectuellement rigoureux. J'étais en réalité culturellement arrogant. Il marqua une pause, regardant directement la caméra avec une expression de remords sincère. J'ai passé ma carrière à croire que mon rôle était de poser des questions difficiles et d'exposer les contradictions. Mais j'ai échoué à examiner mes propres contradictions, mes propres suppositions, mes propres préjugés. Le capitaine Traoré m'a montré que la véritable rigueur intellectuelle exige non seulement de questionner les autres, mais aussi les cadres dans lesquels nous posons nos questions. Le format de l'émission commença à changer subtilement dans les semaines qui suivirent. Bellamy aborda les invités internationaux, particulièrement ceux des anciennes colonies françaises, avec plus de curiosité sincère et moins de condescendance. Il commença à apprendre des phrases de base dans d'autres langues pour saluer ses invités dans leur langue maternelle. Le changement était graduel mais indéniable. Il avait été transformé par sa rencontre avec la dignité. Pendant ce temps, le capitaine Traoré continuait de diriger le Burkina Faso avec la même main ferme qu'il avait si bien servi dans ce studio parisien. Ses politiques continuaient de produire des résultats remarquables. Les contrats miniers étrangers furent renégociés pour garantir que 60% des profits restent au Burkina Faso. De nouvelles écoles furent construites dans les zones rurales, avec un enseignement en langue locale ainsi qu'en français. Les programmes d'emploi pour les jeunes furent élargis, axés sur la technologie et l'agriculture durable. Mais désormais, son style de leadership attirait l'attention mondiale. Il fut invité à s'exprimer dans des universités à travers le monde, non seulement sur la politique ou l'économie, mais sur la dignité, le leadership et la communication authentique. La Harvard Business School créa une étude de cas basée sur son apparition télévisée. Oxford intégra son discours dans son programme sur le leadership post-colonial. La Sorbonne, de manière significative, l'invita à donner une conférence sur le langage, le pouvoir et l'identité culturelle. Dans chaque discours, il portait le même message qu'il avait délivré cette nuit-là à Paris: la véritable force ne vient pas de la conformité aux attentes extérieures, mais du courage d'être authentiquement soi-même tout en s'engageant respectueusement avec les autres. Mais l'impact le plus puissant de cette nuit se manifesta chez la jeune génération qui en fut témoin. Aminata, une étudiante burkinabé de 17 ans à Lyon, écrivit dans le journal de son école: « Avant cette nuit, j'essayais de cacher d'où je venais. J'évitais de parler mouré avec mes amis. Je corrigeais mon accent pour paraître plus française. Je minimisais les connaissances traditionnelles de mon père en guérison, pensant qu'elles nous faisaient paraître arriérés. Mais quand j'ai vu le capitaine Traoré transformer sa différence en force, j'ai réalisé que j'essayais d'effacer les parties les plus belles de moi-même. Maintenant, je parle avec fierté de nos traditions, de nos langues, de nos façons de voir le monde. Et mes camarades français n'entendent pas une Afrique primitive. Ils entendent la sagesse d'une civilisation qui a survécu et prospéré pendant des millénaires. » Des histoires similaires affluèrent du monde entier. Les jeunes, qu'on avait appris à avoir honte de leur héritage, commencèrent à le voir comme une source de force.
Les parents qui avaient poussé leurs enfants à s'assimiler commencèrent à les encourager à embrasser leur identité culturelle tout en réussissant dans leur pays d'adoption. Les éducateurs intégrèrent des discussions sur la diversité linguistique et la fierté culturelle dans leurs programmes. L'interview devint une lecture obligatoire dans les programmes d'études africaines, analysée comme un cours magistral de diplomatie culturelle et de leadership authentique. Elle fut discutée dans des cours de psychologie comme une démonstration de la manière dont la dignité peut désarmer l'agression et transformer le conflit en connexion. Les professeurs de sciences politiques l'utilisèrent pour illustrer le pouvoir de la puissance douce et l'importance d'une communication authentique dans les relations internationales. Mais au-delà de toute analyse académique et des commentaires politiques, quelque chose de plus simple et de plus profond était à l'œuvre. Dans un monde qui récompense souvent le bruit et l'agressivité, le capitaine Traoré avait montré que la force tranquille pouvait être plus puissante que n'importe quelle arme. Dans un paysage médiatique qui prospère sur le conflit et la controverse, il avait démontré que la grâce pouvait être plus captivante que le drame. Dans une conversation mondiale souvent dominée par la division et l'hostilité, il avait prouvé que la dignité pouvait construire des ponts là où la colère ne pouvait que les brûler. Un an plus tard, le Burkina Faso accueillit le premier sommet de la jeunesse du Sahel, attirant plus de 15 000 jeunes d'Afrique de l'Ouest et de la diaspora. Le thème était « Voix authentiques, impact mondial ». La cérémonie d'ouverture présenta un montage vidéo de jeunes Africains parlant fièrement avec leurs accents, dans leur langue, avec leurs voix authentiques, entrecoupées d'extraits de l'apparition télévisée légendaire du capitaine Traoré. Dans son discours d'ouverture, prononcé en mouré, français et anglais, Traoré revint sur cette nuit à Paris, ils m'ont invité à défendre l'Afrique. J'ai réalisé que l'Afrique n'a pas besoin d'être défendue. Elle doit être célébrée. Il s'attendait à ce que j'ai honte de qui nous sommes. J'ai découvert que notre identité est notre force. Notre diversité est notre richesse. Et nos voix, toutes nos voix, avec toutes leurs belles variations, sont notre victoire. L'audience éclata en applaudissements qui durèrent 8 minutes. Mais plus important encore, les participants quittèrent ce sommet avec une nouvelle compréhension de ce que le leadership pouvait être, non pas la domination des autres, mais l'élévation de tous, non pas l'effacement des différences, mais la célébration de la diversité, non pas l'adoption de standards étrangers, mais l'affirmation confiante d'une identité authentique en dialogue avec le monde. Cette nuit-là à Paris, Arnaud Bellamy pensait poser une simple question sur l'efficacité de la communication. Ce qu'il fit en réalité fut offrir une plateforme pour l'une des leçons les plus puissantes sur la dignité, l'identité et le leadership authentique que le monde ait vu depuis des décennies. Il pensait créer du divertissement pour son public français. Au lieu de cela, il catalysa un mouvement qui s'étendit des universités de Paris au village du Burkina Faso, des communautés de la diaspora en Amérique du Nord aux organisations de jeunesse en Afrique de l'Ouest. Et le capitaine Ibrahim Traoré? Il fit simplement ce qu'il avait toujours fait, il dit sa vérité avec une force tranquille, resta fidèle à ses valeurs tout en s'engageant respectueusement avec les autres, et laissa cette vérité transformer tout autour de lui. Car parfois, la réponse la plus puissante à la moquerie n'est ni la colère ni la riposte. C'est une dignité qui transforme le ridicule en respect, qui fait d'un moment d'humiliation intentionnée un mouvement d'espoir, et qui prouve que lorsque l'authenticité rencontre le préjugé, c'est toujours l'authenticité qui l'emporte. La vidéo circule encore aujourd'hui, inspirant de nouvelles générations de jeunes à embrasser leurs voix authentiques tout en s'engageant avec assurance dans le monde. Et chaque fois que quelqu'un la regarde, il est témoin de la même vérité profonde, quand la dignité parle doucement, même l'arrogance n'a d'autre choix que d'écouter, d'apprendre et, finalement, de respecter.